Le Bering Sea Golf fait les gros titres depuis des années, mais rien n'avait préparé le public à ce qui allait se passer lors de la dernière plongée d'Emily Riddell. Pendant longtemps, Emily avait ouvertement laissé entendre que son voyage dans l'émission touchait à sa fin. Les téléspectateurs sentaient l'épuisement dans sa voix, l'incertitude dans ses décisions et le poids des années passées à lutter contre l'océan. Beaucoup pensaient qu'elle était prête à s'en aller. Pourtant, dans un rebondissement auquel personne ne s'attendait, Emily a réécrit sa propre histoire lorsque des rumeurs ont fait surface selon lesquelles elle avait découvert un trésor sous la mer d'une valeur stupéfiante de 90 millions de dollars. Cette découverte pouvait-elle être le tournant dont Emily avait désespérément besoin? Était-ce le miracle qui redéfinirait son avenir ou le dernier chapitre avant qu'elle ne disparaisse définitivement des projecteurs? Ces questions sont restées dans l'esprit des fans au fur et à mesure que la saison se déroulait, se préparant à ce qui serait plus tard connu comme le plongeon que personne n'avait vu venir. Le temps était impitoyable, les tempêtes faisaient rage sur la mer de Bering, les vagues s'écrasaient avec une force implacable comme si l'océan lui-même mettait sa détermination à l'épreuve une dernière fois. Emily Riddell a toujours attiré l'attention. Dès son apparition dans Bering Sea Gold, elle s'est fait remarquer non seulement parce qu'elle était une femme dans un monde brutalement dominé par les hommes, mais aussi en raison de sa détermination brute et de son défi tranquille. Les fans admiraient son courage, sa vulnérabilité et son refus de se laisser intimider. Lorsqu'elle a laissé entendre un jour qu'elle pourrait quitter complètement la série, cela a provoqué une onde de choc parmi les fans. Beaucoup ont pensé que la mer avait finalement pris trop d'elle. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'en coulisses, Emily est loin d'avoir terminé. Alors que des doutes l'entourent publiquement en privé, elle se prépare à un dernier pari. Elle n'a pas abandonné l'océan. Elle n'a pas perdu sa faim. Au contraire, elle calcule tranquillement les risques, étudie l'eau et se convainc qu'une plongée de plus, juste une, pourrait tout changer. Et avec le temps, les murmures commencent à se répandre. Des rumeurs prétendent qu'Emily Riddell est tombée sur un trésor qui vaut des millions. Au début, cela semblait trop incroyable pour être vrai. 90 millions de dollars cachés sous l'une des mers les plus dangereuses de la planète. Pourtant, quiconque comprenait vraiment, Emily savait qu'il valait mieux ne pas l'écarter d'emblée. La persévérance était sa nature. Le risque était son langage. Là où d'autres voyaient le danger, Emily voyait la possibilité. La mer de Bering recèle encore d'innombrables richesses, mais peu sont prêts à risquer leur vie pour les atteindre. Emily était différente. Elle l'a toujours été. Au fur et à mesure que la saison avance, Emily prend la décision qui définira son héritage. Elle annonce ce qui sera son dernier plongeon de la saison, pleinement consciente que cette descente pourrait soit couronner sa carrière, soit y mettre un terme. Sous la surface de cette mer glaciale et violente se trouve quelque chose d'inconnu, quelque chose qui changera bientôt le cours de sa vie. La suite a stupéfié tout le monde. Cette seule plongée a conduit à la découverte de trésors d'une valeur de 90 millions de dollars, provoquant une onde de choc dans la série et au-delà. Les téléspectateurs sont restés sans voix. Les fans ont enfin compris l'équation brutale dans laquelle Emily vivait depuis des années, un risque inimaginable contre une récompense inimaginable. L'océan l'avait mise à l'épreuve encore, et cette fois-ci, il avait enfin répondu. Alors que les spectateurs regardaient Emily descendre dans les profondeurs, la tension emplissait chaque seconde. Chaque moment passé sous l'eau semblait plus lourd que le précédent. Le spectacle s'est transformé en quelque chose de plus qu'un simple divertissement. Il est devenu une fenêtre sur la plus ancienne obsession de l'humanité. Pendant des siècles, la chasse au trésor a captivé l'imagination. L'idée de découvrir des richesses perdues, des histoires oubliées et des vestiges du passé a toujours éveillé quelque chose de primitif chez les gens. Des navires coulés débordant d'or aux artefacts enterrés par d'anciennes civilisations, le frisson de la découverte ne s'est jamais estompé. Le voyage d'Emily incarne cette fascination intemporelle. Sa passion attire les téléspectateurs plus profondément dans l'histoire, rendant chaque épisode plus captivant que le précédent. Elle ne chassait pas seulement un trésor, elle poursuivait un sens. Poussée par un désir implacable de découvrir ce qui se cache sous le fond de l'océan, Emily est allée de l'avant malgré les dangers. Température glaciale, panne mécanique, tempête violente. Rien de tout cela n'a suffi à l'arrêter. Au fil du temps, cette passion acharnée a construit sa réputation. Emily Riddell est devenue connue non seulement comme une star de la télé-réalité, mais aussi comme une plongeuse compétente et une chasseuse de trésors déterminée.
Pourtant, sous la reconnaissance et les louanges, se cachait une femme soumise à une pression immense. Elle a dû faire face à des moments de doute, à des contraintes financières et à un épuisement émotionnel. Il y a eu des moments où elle a failli craquer. Pourtant, elle s'est montrée, encore et encore. Les défis ne cessent de se succéder. Chaque plongée apporte de nouveaux obstacles, qu'il s'agisse de conditions météorologiques imprévisibles ou d'équipements défectueux menaçant des vies. Malgré tout, son équipage reste à ses côtés. Leur loyauté et leur confiance en Émilie sont devenus son ancre dans les moments les plus sombres. Ensemble, ils endurent les saisons les plus difficiles, sachant que le succès dans la mer de Bering n'est jamais garanti. Lorsque le jour de la dernière plongée arrive, l'impatience plane dans l'air. L'excitation et la peur se mêlent sur tous les visages. Émilie et son équipe partent avec un seul objectif, enquêter sur un lieu dont on dit qu'il est riche en trésors cachés. Ils n'ont aucune garantie, aucune donnée complète, seulement l'instinct et l'espoir. Mais parfois, c'est suffisant. Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans l'océan, la tension augmentait. Chaque mètre de profondeur intensifiait le sentiment que quelque chose d'extraordinaire les attendait. Armée d'une technologie avancée et d'années d'expérience, Émilie s'aventurait dans l'inconnu, pleinement préparée à affronter ce qui émergerait des ténèbres. Alors qu'elle naviguait sur le terrain sous-marin, des signes subtils commencèrent à apparaître. Des détails qui n'avaient pas lieu d'être. Au début, la peur s'est installée, les formes et les ombres inconnues, suscitant l'anxiété. Puis, l'excitation a pris le dessus. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle découvrait des artefacts qui laissaient entrevoir quelque chose de bien plus grand sous le sable. Des pièces d'or, des bijoux, des reliques d'un passé oublié. Chaque découverte alimentait sa détermination à continuer. Chaque objet racontait une histoire, des fragments d'histoire longtemps enfouis et invisibles. Selon Émilie, ces trésors n'étaient pas seulement des objets de valeur, ils étaient l'écho de vies autrefois vécues, de voyages autrefois effectués. Lorsque la plongée s'est achevée et que les découvertes ont été évaluées, la valeur estimée a atteint 90 millions de dollars. C'est devenu l'une des découvertes de trésors les plus réussies de l'histoire moderne. Alors que le monde entier se réjouissait, peu de gens comprenaient les années de préparation qui se cachaient derrière ce moment. Avant chaque plongée, Émilie et son équipe ont mené des recherches approfondies. Ils ont étudié des documents historiques, consulté des experts et utilisé des sonars de pointe pour cartographier le fond de l'océan. La planification n'était pas facultative, c'était une question de survie. Les connaissances approfondies d'Émilie sur la mer, combinées aux leçons tirées des plongées précédentes, l'ont finalement menée au succès. Mais les risques étaient toujours réels. Les courants forts, la visibilité quasi nulle et les pannes d'équipement constituaient des menaces constantes. Malgré des mesures de sécurité strictes, l'océan restait imprévisible. Chaque plongée était un pari calculé. La découverte de 90 millions de dollars n'est pas seulement la victoire d'Émilie, elle appartient à tout son équipage. Elle est la preuve que leur unité, leur résilience et leur confiance mutuelle ont porté leurs fruits. La découverte a également ravivé l'intérêt du public pour la chasse au trésor, en aidant les gens à la considérer comme un domaine d'exploration légitime, plutôt que comme une aventure irréfléchie. Au-delà de la gloire et de la fortune, l'impact s'est fait sentir dans les communautés locales. Le succès a créé des opportunités économiques et a renouvelé l'intérêt pour la découverte de l'histoire. Les chasseurs de trésors comme Émilie ont été célébrés non seulement pour leur courage, mais aussi pour avoir ramené à la lumière des histoires oubliées. Après cette découverte, le nom d'Émilie Riddle a fait le tour des moteurs de recherche. Les gens voulaient savoir qui elle était vraiment. Des interviews ont refait surface, révélant une vérité surprenante. Émilie n'avait pas toujours envisagé une vie en mer. Elle rêvait autrefois de quelque chose de tout à fait différent, jusqu'à ce que des épreuves et des pertes l'orientent vers l'océan. Dans la 4e saison de l'émission Bering Sea Gold, diffusée sur Discovery Channel, la capitaine de drague, âgée de 26 ans, s'est confiée sur sa vie. À l'époque, elle recherchait 400 onces d'or pour éponger ses dettes et poursuivre ses études de chanteuse d'opéra. Lors d'une interview avec Geek Mom, Émilie a partagé des histoires de lutte, d'ambition et de survie. Discovery Channel a ensuite diffusé un extrait exclusif de la première saison. Lorsqu'on lui a posé des questions sur son bateau, il est apparu clairement qu'Émilie y était profondément attachée. Tout le monde savait qu'elle l'aimait tellement qu'elle lui avait donné un nom symbole de son lien avec la mer et rappelant que son voyage n'a jamais été qu'une affaire d'or. Elle a déclaré
L'extraction de l'or est une activité qui comporte beaucoup de choses dont le plaisir. L'Heroica est un ponton en aluminium de type catamaran d'environ 40 pieds de long. Je l'ai fait naviguer dans des vents de 25 nœuds venant du sud-ouest. Les vagues sont très agressives dans la mer de Bering. J'ai dû m'inquiéter de savoir si j'allais devoir faire face à un bateau chaviré et nager dans l'eau froide en essayant de rester en vie, toutes ces choses amusantes. Plus tard, Émilie a été interrogée sur la navigation en haute mer. Il était intéressant de la voir aller au large, mais personne ne savait ce que les vagues lui faisaient ressentir. Et connaissant l'amour d'Émilie pour les risques, cette question était parfaite pour elle. Elle a répondu « En général, je ne vais pas aussi loin au large. La plus éloignée se trouve à 7 miles du port et à environ 1 mile au large. L'extraction de l'or n'a rien à voir avec la pêche au crabe en Alaska dans l'émission Deadliest Catch dont vous avez peut-être entendu parler. Les pêcheurs de crabes de la mer de Bering restent en mer par toutes sortes de hauteurs de vagues et ils sont très bien et sifflent. Compte tenu de ce que nous faisons, nous avons besoin de la plateforme la plus stable possible. Une hauteur de vague d'1 mètre est en quelque sorte ma limite, a-t-elle ajouté. C'est ce que l'on fait lorsqu'on extrait de l'or. Il s'agit bien plus de dépenser de l'argent que d'en gagner. Mon bateau est un grand et énorme trou noir d'énergie liquide et aspirante. Nous faisons différentes sortes de configurations des opérations minières en été et des opérations minières en hiver. Les deux sont terriblement coûteux en soi. Il était surprenant d'entendre Émilie parler des coûts financiers qu'elle a dû supporter dans le cadre de son travail. Les téléspectateurs étaient tellement enthousiastes qu'ils n'ont jamais pensé au prix qu'ils ont dû payer en dehors des risques qu'ils ont encourus dans le cadre de leur travail. Émilie n'a pas caché ses difficultés et les a révélées au monde entier. Avant la première de cette 4e saison sur l'exploitation minière, en été, j'ai dû acheter une nouvelle pompe et un nouveau moteur de pompe. J'ai dû faire beaucoup d'entretiens sur le hors-bord, j'ai dû refaire beaucoup de soudure sur les pontons et embaucher des gens pour m'aider à construire un nouveau pont et une nouvelle cabane. Lorsque j'ai acheté la drague, elle avait besoin d'une révision complète pour être un tant soit peu fonctionnelle. J'ai dû réparer les pontons. Les soudures tombaient en lambeaux et le pont était pourri et instable. Les moteurs hors bord ont été une source constante de chagrin pour moi. C'est plutôt une prière tous les matins pour espérer qu'ils restent fonctionnels, surtout quand le temps se gâte. Il y a toute une série d'idées et d'approches que les gens adoptent pour l'exploitation minière. Ma philosophie, c'est plus de puissance et moins de finesse. J'emmène donc un tuyau de dragage de 40 pieds de long au fond de l'océan et j'aspire des roches, des minéraux et de la terre pour essayer de trouver les gisements les plus denses d'or en plâtre. La beauté de mon opération, c'est que je peux traiter beaucoup de matériaux en même temps. Plus de matériel, plus de chances de trouver de l'or cohérent, plus de profit. C'est l'idée des dragues de 10 pouces. Cela ne fonctionne pas toujours de cette façon, mais j'ai eu un certain succès relatif. Elle explique, nous avons donc une pompe à eau qui produit un débit dans une boîte à vannes et une aspiration à l'autre extrémité de la cale. L'or est plus lourd que l'eau et s'accumule au sommet de la boîte à vannes. Le sable et les matériaux moins denses sont expulsés de la boîte. Il reste donc des sables ferrugineux de l'or et beaucoup de grenats. Tout cela reste dans la partie supérieure de la boîte. Si vous êtes près d'un bon or, vous pouvez voir qu'il s'accumule dans les 3 premiers pieds. Compte tenu de la quantité d'eau, des centaines de gallons par minute, il est incroyable que l'or reste là. Il aime rester au même endroit. Cet or emplâtre un dépôt glaciaire et le ruissellement des cours d'eau pendant de nombreuses années est une caractéristique naturelle du fond de la mer de Bering. Nous travaillons dans une baie assez peu profonde, jusqu'à 1,5 miles au large, ce qui nous permet d'accéder aux gisements d'or avec notre équipement de dragage. Dans la plupart des autres endroits de la région, les eaux peu profondes et les morts terrains ne nous permettent pas d'accéder aux poches d'or en plâtre. Au cours de l'entretien, Émilie a également beaucoup parlé de l'impact environnemental de l'exploitation minière de l'or. Il existe toute une série d'opérations en mer, et je ne peux parler que de ce que j'ai fait. J'ai utilisé des dragues de 6 pouces, de 8 pouces et maintenant de 10 pouces, et l'impact environnemental est minime. Il est vrai que nous troublons l'eau. Par exemple, nous créons un nuage de turbidité avec l'extraction du sable et les rejets de la boîte à vannes. Nous avons un panache. Le panache de ma drague mesure environ 20 pieds sur 4 pieds de large. Certains disent que cela pourrait perturber les poissons, mais les poissons adorent la turbidité. Ils y pullulent. En ce qui concerne l'impact sur le fond de l'océan, une seule tempête a un impact bien plus important que ce que nous pouvons faire. Elle a ajouté qu'elle aimait l'environnement et qu'elle respectait l'EPA et tout ce qu'elle fait.
L'entretien est devenu plus intéressant et tout le monde voulait en savoir plus. À un moment donné, Geek Mom a posé des questions sur la vie personnelle d'Emily. Qu'est-ce qui l'a amené à ce travail et quand le virus de l'or l'a-t-il piqué? De nombreuses personnes qui croyaient qu'Emily aimait la mer ont été choquées parce que sa passion était différente avant qu'elle ne soit impliquée dans la mer. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez commenter avant que nous n'explorions sa réponse. Je suis allé à Nome pour la première fois il y a 4 ans. Je suis diplômée en musique. Je voulais devenir chanteuse d'opéra et j'ai été élevée en Alaska. Et je retournais toujours en Alaska pour financer mes expéditions lyriques. C'est ainsi que j'ai pu payer mes études pour obtenir ma licence. Je sortais de l'université, j'étais fauché et j'avais un ami là-haut qui exploitait des mines d'or. Ce n'était pas tant l'or qui m'attirait. Il m'a dit qu'il était facile de gagner beaucoup d'argent rapidement, que c'était une sorte d'aventure sans risque, ce qui est un concept hilarant pour moi aujourd'hui. 4 ans plus tard, elle continue. Je suis donc arrivé à Nome avec $300 à mon nom et j'ai vécu dans une cabane sur la plage à 8 km de la ville en squattant dans un sac de couchage. Ensuite, Discovery Channel a voulu faire une émission ici et a entendu parler de nous. Nous étions une bande de gens bizarres et ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas rater cette occasion. J'ai en quelque sorte valsé dans cette situation folle. Et depuis, je valse parfois avec 2 pieds de gauche. Vous conviendrez qu'il s'agit de l'histoire touchante d'une femme dont la vie a changé du tout au tout alors qu'elle tentait de survivre. Mais le fait d'être resté longtemps à la mer a-t-il fait oublier à Emily sa passion pour la musique, un grand nom? Elle aime toujours la musique et l'a attesté dans l'interview. Je ne peux pas parler de mes connaissances scientifiques de geek. J'essaie de comprendre l'astrophysique en ce moment. J'essaie de lire Une brève histoire du temps de Stephen Hawking. Mais je peux parler de musique classique pendant des heures et j'ai une passion très geek pour elle. Beaucoup de tendances geek. J'aime Beethoven. Je suis toujours à la recherche de bons livres de fantasy. J'en lisais beaucoup quand j'étais petite, mais j'ai perdu cette habitude quand je suis entrée à l'université. Ma vie est un peu bizarre de ce point de vue-là aussi. Vouloir chanter classiquement et penser que l'extraction de l'or serait un bon moyen de payer, c'est plutôt étrange. Mais je ne pense pas que ma vie à l'avenir soit moins bizarre. Cependant, participer à l'émission signifiait aussi être l'objet de moqueries. Tout le monde n'appréciait pas son travail et ils ont fait en sorte qu'elle ressente la haine certains jours. On me traite souvent de chercheuse d'or. Je peux aussi dire que l'extraction de l'or est pleine de double sens. Une fois lors d'une interview, j'ai innocemment fait un montage de 20 minutes sur la comparaison entre les dragues de 6 pouces et celles de 1 pouce. Et tout le monde s'est moqué de moi pour cela par la suite. On lui a également demandé ce qu'elle ressentait lorsqu'elle était la seule fille dans l'océan au milieu des garçons. Emily a répondu « J'aime me fondre dans la masse. Ma voix descend d'une octave lorsque je suis dans l'eau. C'est un exercice qui consiste à maintenir ma féminité tout en évitant d'en rajouter. C'est un travail. Je suis une femme et je le fais. Et il n'y a pas beaucoup de femmes là-haut qui font cela. Mais j'ai le sentiment que je devrais être jugée sur mes mérites en tant que mineur d'or en activité. » Emily a également admis que l'équipage ne l'a pas accueillie les 2 premières années. Les hommes dominaient manifestement. Et ils ne se sentaient pas sûrs d'avoir une femme dans leur équipe, surtout à la tête de celle-ci. Des années plus tard, nombre d'entre eux ont observé la persévérance et les combats d'Emily. Ils ont commencé à la respecter lorsqu'ils ont vu Emily se casser le dos pour rendre le bateau rentable. Si vous voulez faire partie d'une minorité dans une profession majoritaire comme celle-là, vous devez simplement montrer que vous êtes engagé, dit-elle. Et alors, les gens qui comptent vous donneront le respect que vous avez mérité. Emily Riddell a dû faire face à de nombreux défis et à des batailles internes. Bien qu'elle ait semblé calme et posée devant la caméra, cela n'a pas été aussi facile pour elle dans la réalité. Elle a également parlé de ce qu'elle ressentait en travaillant avec des caméras partout, et ce n'était pas un bon sentiment. Il est très difficile d'aller aux toilettes. Parfois, je dois parler à 10 personnes pour aller faire pipi. Je ne suis pas à l'aise pour faire pipi en public. Les caméras et les équipes sont très présentes dans nos vies. Il s'agit d'une émission de télévision. Cela dit, dans les productions originales, notre producteur qui produit également Deadliest Catch s'efforce de rester en retrait et d'observer le drame qui se déroule sans l'influencer. C'est impressionnant parce que les choses dans Gnome sont tellement absurdes qu'on ne peut pas les écrire. Gnome est une partie excitante du monde, a réfléchi monsieur. Riez d'elle. Il a cette histoire étonnante, cette tradition vibrante. Elle a été fondée par des chercheurs d'or et a été le théâtre de 2 ruées vers l'or. Son histoire est vaste et étonnante. Elle a également une histoire culturelle. Une grande partie de la population autochtone vit à Gnome.
Ce village est inaccessible par la route, il faut s'y rendre par avion ou par bateau. Cela en fait une sorte de petite partie du monde isolé gelé, qui se trouve contenir une grande quantité de trésors. C'est difficile à vivre, c'est coûteux. Des bâtiments mal construits maintiennent l'ensemble, parce qu'il est trop cher d'y faire autre chose. C'est un endroit unique et vous devez y être pour découvrir à quel point c'est fou. Elle a révélé en même temps que j'ai du mal à supporter toutes les caméras. 7 à 8 caméras montées en permanence et 1 ou 2 producteurs sont à bord pour essayer de suivre l'histoire. Et tout ce qui se passe à bord, la peur, la colère, la frustration et le triomphe, le fait que tout cela soit observé et rapporté, c'est quelque chose que vous devez travailler dur pour comprendre que tout ce que vous dites ou faites est susceptible d'être diffusé à la télévision internationale. Vous finissez par vous désensibiliser à cela. À ce stade, ils ont vu toutes mes facettes, les choses qui me font peur, celles qui me rendent heureux, mes ruptures, mes expériences de quasi-noyade, mes peurs. Tout cela a été capturé. Il n'y a rien d'autre à capturer. Je ne suis pas prudent parce qu'ils ont déjà tout vu, je suppose. Elle a également parlé des risques et des gains potentiels qu'elle a connus au cours de la saison. Je fais tourner cette drague toute seule. Personne ne m'aide ni ne me soutient. J'essaie de diriger une équipe et de la maintenir stable, et personne d'autre que moi ne le fera. Cette saison est ma 4e année à Nome, et je dois faire en sorte que mon opération fonctionne. En même temps, je lutte contre mes démons concernant la plongée et la possession d'une drague, et j'apprends encore beaucoup de choses sur le métier de capitaine de bateau. Chaque jour est une courbe d'apprentissage énorme comment diriger l'équipage du bateau. En plus de tout cela, je suis une femme célibataire de 26 ans à Nome en Alaska, et c'est un endroit solitaire et désolant. C'est une position solitaire que d'être capitaine dans l'un des endroits les plus solitaires du monde. Mais les heures sont constantes quand le temps est bon, ce qui est rarement le cas. 15 à 18 heures, quoi qu'il en coûte. Émilie fait ses adieux. Hulk n'est pas à la hauteur. Il ferait mieux de ne pas s'approcher de mon opération. Pendant longtemps, les gens ont cru qu'Émilie ne se marierait jamais ou ne trouverait jamais l'amour. Avez-vous pensé la même chose? Allez-y et dites-nous dans la section des commentaires. Étonnamment, Émilie a trouvé l'amour et elle s'est mariée. À l'insu de tous, son mariage et sa vie amoureuse étaient sur le point de menacer son emploi. Je suis mariée et j'essaie de fonder une famille, a-t-elle déclaré. Cela change la façon dont vous devez structurer votre vie. Il y a beaucoup d'autres facteurs en jeu et plus de gens ont besoin de vous et je pense que l'industrie est en train de changer. La scène de l'exploitation aurifère offshore était autrefois une aubaine pour tous ceux qui voulaient venir chercher de l'or, poursuit-elle. Mais l'or se fait un peu plus rare. Les grandes concentrations sont plus difficiles à trouver et il faut s'adapter à l'évolution des exigences de l'industrie. Il faut aller plus loin. Vous devez changer votre façon de travailler pour la rendre plus efficace et plus rationnelle. Vous devez constamment vous adapter pour rester frais et compétitif dans ce secteur. En regardant la série, de nombreuses personnes ont pu être tentées de tenter leur chance et d'essayer. La capacité d'Émilie à devenir riche a fait croire à certains de ses fans qu'ils pourraient eux aussi embrasser le plein air dans l'espoir de devenir riches. Cependant, Émilie n'a pas hésité à parler des dangers qu'elle courait dans l'émission. Outre les menaces réelles d'hypothermie et d'engelure, les résultats pouvaient également être décevants. Je pense que s'enrichir est une question d'opinion, a-t-elle expliqué. Que signifie s'enrichir? Pourriez-vous aller à Nome en tant que nouvelle personne et gagner 20 000 $ en une seule journée? Oui, ce n'est pas hors du domaine du possible. Je pense que c'est improbable. Si vous voulez devenir chercheur d'or et venir à Nome, je vous souhaite la bienvenue, mais préparez-vous à plusieurs années de dur labeur et de coups durs. Si vous envisagez de faire cela, je vous poserai plusieurs questions, a poursuivi M. Riddell. Qu'êtes-vous prêt à sacrifier? Dans quoi êtes-vous prêt à investir? Avez-vous des années? Avez-vous une situation familiale suffisamment stable pour pouvoir emmener votre famille avec vous? Avez-vous une famille? Quelles sont vos habitudes? Qu'est-ce qui, selon vous, peut vous freiner? Êtes-vous prêt à investir toute votre personne dans une entreprise qui pourrait prendre plusieurs années avant de réussir? Si la réponse est oui, nous pourrions en discuter davantage. Mais vous devez d'abord vous débarrasser de tout cela. L'extraction de l'or demande tout votre cœur, votre esprit et votre âme. Vous devez être prête à déménager à Nome, à avoir assez d'argent pour vous installer et acheter de l'équipement. C'est un gros investissement, mais c'est possible pour la bonne personne, a-t-elle ajouté. Les paroles d'Émilie ont fait croire aux gens que leur star préférée quitterait à jamais l'émission.
Cependant, une chose est sûre, la fortune d'Emily a grimpé en flèche pendant qu'elle était dans l'émission. Selon les rapports, sa valeur nette est estimée à 350 000 $. Elle a pu générer beaucoup de richesses en travaillant comme opératrice de drague. Elle gagnerait entre 6 et 25 000 $ par épisode. C'est une somme considérable, mais Emily veut plus. Elle veut profiter de la vie et suivre sa passion. Pour elle, l'argent n'est pas le sens de la vie. Toute l'histoire a commencé avec Bering Sea Gold. Explorons la série télévisée. Bering Sea Gold, également connue sous le nom de Gold Divers au Royaume-Uni, est une série télévisée américaine de télé-réalité qui se déroule à Nome, en Alaska, sur le détroit de Norton. L'émission a été diffusée sur Discovery Channel et a attiré de nombreux téléspectateurs. Plus tard, il a été révélé que Bering Sea Gold avait été créé par l'un des créateurs de l'émission de télé-réalité Deadliest Catch, la prise la plus dangereuse. L'émission était passionnante et les gens l'ont aimée principalement en raison de son authenticité. L'émission est divisée en saisons de dragage d'été qui a été diffusée au printemps sous le titre Bering Sea Gold Under the Ice. Lorsque l'émission a commencé, les gens voulaient savoir si cela en valait la peine et ils sont restés accrochés à l'émission. L'émission a continué pendant plusieurs saisons. Dans la 4e saison, dont la première a eu lieu au printemps, la carte de titre de l'émission est devenue Bering Sea Gold, ce qui a rendu le titre identique à celui de l'émission originale de la saison de dragage d'été. Cette tendance s'est poursuivie dans la 5e saison 2016. L'émission suit des bateaux équipés de divers dispositifs qui tentent d'extraire de l'or en différentes saisons. Les bateaux sont vus en été sous des latitudes nordiques froides, en eau peu profonde et dans des environnements océaniques. L'exploration des différentes saisons a rendu l'émission plus intéressante. La flotte se compose généralement d'un appareil de sluicing, d'une drague de collecte de terre et d'un système de survie en eau froide. Aussi formidable que soient les missions, différents problèmes faisaient constamment surface à la fois devant et hors caméra, menaçant de faire dérailler la production et mettant à l'épreuve la résilience de tous les membres de l'équipe. Le rude environnement de l'Alaska est devenu son propre personnage imprévisible. La mer agitée et la mauvaise visibilité sous-marine rendent souvent dangereuses les opérations de dragage les plus simples. Les équipements gèlent, les tuyaux se bouchent, et les livraisons de carburant irrégulières signifient de longues heures d'attente par des températures glaciales dans l'espoir que les fournitures arrivent avant une tempête. Les mineurs sont également confrontés à des conflits de personnel, à des relations tendues et au stress constant lié au maintien des droits d'exploitation minière dans un secteur extrêmement compétitif. Chaque découverte de terre payante s'est faite au prix d'un travail éreintant, d'un risque financier et d'un véritable danger. La sécurité des plongeurs était une préoccupation constante, les eaux glaciales, les courants imprévisibles et l'équipement endommagé par l'océan entraînant des pannes fréquentes et des catastrophes évitées de justesse. Chaque nouvelle saison d'épisodes suivait l'évolution de la flotte de drague, capturant leurs triomphes et leurs échecs en temps réel. La série dérivée Ice a ajouté une couche supplémentaire d'intensité, montrant des équipes travaillant dans des conditions hivernales brutales, leurs dragues logées dans des abris temporaires, au-dessus des trous de glace, alors qu'elles foraient à travers les couches gelées à la recherche d'or. La rotation des membres de l'équipe a ajouté au poids émotionnel de l'émission. Des équipes différentes apparaissaient souvent entre les saisons de dragage d'été et de printemps, apportant de nouvelles dynamiques, des rivalités et des histoires personnelles. Mais la tragédie a frappé dans 2012 lorsque l'un des plongeurs, John Bones, a mis fin à ses jours pendant le tournage de l'émission. Cet événement bouleversant diffusé dans 2013 a ébranlé l'équipe et les téléspectateurs. Il a rappelé à quel point ce mode de vie extrême pouvait être éprouvant sur le plan mental et émotionnel. Malgré les défis, les controverses et les réactions négatives du public qui ont suivi la production, a continué déterminé à honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie et à continuer à raconter l'histoire brute et sans filtre de la vie et de la survie sur la frontière de l'Alaska. Que pensez-vous de cette vidéo? Soutenez-vous également la décision d'Emily Rydell de quitter la série? Êtes-vous ravi d'apprendre qu'Emily a découvert un trésor d'une valeur de 90 millions de $? Laissez vos pensées dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos affichées sur votre écran.